Bonjour. Bonjour. On va laisser quelques minutes pour laisser les gens entrer. Excellente idée. On va commencer dans une minute environ. Et je pense qu'on peut. On commence. Pascal, es-tu prête? Je suis prête. Ah, bien, bonjour. Bienvenue à tous. Bienvenue à notre rendez-vous annuel, Pascal et moi, pour parler des tendances un peu en marketing pour la prochaine année. Ce qui est intéressant, parce qu'on fait ça depuis déjà 5, 6, 7 ans peut-être. Ouais. Fait que une des choses qui est intéressante quand on commence à le faire depuis plusieurs années, c'est de revisiter un peu ce qu'on avait dit l'année dernière, voir si ça s'est concrétisé. L'année dernière, on parlait beaucoup d'hyper-personnalisation. On parlait beaucoup d'utilisation de l'IA pour accélérer la création des campagnes. Donc, cette année, qu'est-ce qui va être différent? Vers où on s'en va? Ça va être intéressant de discuter de tout ça parce que je pense qu'on n'était pas très loin finalement. Mm. Puis ces tendances-là ont un peu créé ceux de cette année. Donc, ça va être super intéressant d'en discuter. Et pour ça, ben, je vais prendre quelques secondes pour nous présenter. Pascal, Pascal est CEO, fondatrice, mère de 4 enfants chez Dialogue Insight, dans le fond. Puis moi, je suis responsable des opérations. Je suis le vice-président aux opérations depuis déjà plusieurs années. Dialogue Insight, on est une plateforme, oui, canadienne, mais distribuée un peu partout là, autour du globe pour, dans le fond, on fait la centralisation et l'activation des données clients pour être capable de justement communiquer les messages des marques vers leur clientèle en hyper personnalisant évidemment, puis en automatisation de communication. Donc, vous voyez un peu certains chiffres pour montrer un peu l'ampleur de la boîte. On est là depuis déjà 26 ans. Je pense qu'on a franchi maintenant avec 2026. Donc, on est là, on connaît quand même superbement le marché au travers de toutes ces années. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que, Yes. Ben, Pascal, qu'est-ce qui va se passer en 2026? si on revient, écoute, tu parlais, l'entreprise a été créée en 99. Là. En 99, les canaux qu'on avait, c'était email et postal. Le email commençait, en fait, là, puis, souvent, les gens n'avaient pas de liste. Là. Maintenant, on a tellement des opportunités différentes, puis de faire des campagnes. Le marketing automation est arrivé, il y a plein de choses. Cette année, ce qu'on veut parler, en fait, là, c'est comment on peut faire mieux avec moins. Euh, la fatigue, on sent de la fatigue sur plusieurs canaux, on sent des nouveaux canaux qui arrivent. Ce qu'on veut pas, on veut pas réduire l'ambition, mais on veut peut-être changer un peu la façon de décider. Donc, est-ce qu'on fait tout de la même façon? Est-ce qu'on révise nos façons de faire? Je pense qu'un des points qui est important, c'est que ben, tout le monde se bat pour les mêmes clients maintenant. Et acquérir un client, c'est vraiment, ça coûte de plus en plus cher. Même un abonné, essayer d'aller chercher des nouveaux abonnés. On voit dans nos bases de données de clients, c'est pas une grande courbe de croissance souvent dans les abonnés aux newsletters ou aux communications. Donc, il faut protéger cette attention-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit on va faire mieux, mais avec moins, c'est-à-dire on va essayer d'enlever un peu là, la fatigue chez nos clients puis de faire beaucoup d'envois. Donc, on veut faire plus d'actions, des meilleurs choix. Donc, pour le moment, là, ce que nous, on veut, c'est essayer de nous arrêter à un certain moment, puis définir est-ce que tout ce que je fais au marketing est encore bon, parce qu'on a tendance à continuer à faire la même chose. Je pense que c'est une belle année de transition pour ça, puis les outils vont être là, pour le faire. Et que tu peux aller à la suivante. Une des choses qui est claire cette année, euh, Alexandre, Oui. OK. Une des choses qui est claire cette année, c'est ben on a un contexte là qui est un peu différent, autant contexte économique que politique. C'est pas évident de savoir où on s'en va. On le voit, nous, avec les clients, là, les décisions sont un petit peu plus longues, les investissements un peu plus révisés. Donc, nous, ce qu'on voit au niveau des équipes marketing qui semblent bien réussir l'année dernière, puis qui vont
probablement bien réussir encore, c'est les équipes qui vont, dans le fond, vont avoir la capacité à prioriser vite, c'est-à-dire être capable de se retourner, de pouvoir faire des actions rapidement, de pouvoir dire, OK, il faut que je fasse ça et de pouvoir, et de ne pas avoir une grosse machine à tourner. Être capable de dire non. Il y a plein de nouveaux canaux, il y a plein de belles opportunités, mais il faut être capable, dans un contexte où on ne sait pas où ça s'en va, d'être capable de dire, on va attendre pour ça, non, on ne fera pas ça. D'aligner les équipes, je pense que ça, c'est le défi, d'aligner les équipes, la data et l'activation, d'être capable d'avoir que tout soit coordonné ensemble, que finalement, il y a des décisions qui sont prises ensemble parce que les équipes, la data et l'activation, c'est vraiment interrelié. Donc, c'est pas nécessairement cette année, c'est peut-être pas la question budget qu'on veut parler, là, comment vous allez économiser, mais plus la question clarté. Comment on peut avoir plus de clarté dans nos communications, comment on peut faire davantage, puis donner plus de valeur, bien entendu, aux actions. Fait que peut-être qu'il y a des réflexions à avoir cette année sur est-ce qu'il y a un canal sur lequel j'ai pas assez investi ou j'ai trop investi. Il y a peut-être des canaux qu'on dit, ouais, ben là, ce canal-là, il faudrait peut-être que je le révise. Est-ce que j'ai des processus qui sont trop lents? Est-ce que j'ai trop d'outils? Alexandre va en parler tout à l'heure. Est-ce que mes indicateurs que j'utilise sont encore utiles? Donc, je pense que ce qui va être important cette année encore, c'est de réviser, de faire un recul, puis de regarder est-ce que je continue dans la même lignée et quelles sont les autres opportunités que je sais pour moi, que j'ai autour de moi, sans nécessairement dire je vais en faire plus, mais je vais en faire mieux. Parce que ça peut être d'enlever des actions qu'on fait, mais juste en faire des nouvelles. Une des choses, tu peux aller à la prochaine, Alexandre, une des choses qui a changé, bien entendu, avec l'arrivée de l'IA, c'est on peut toujours en faire plus. Là, je peux faire plus, c'est plus facile de faire des textes, c'est plus facile peut-être même faire des courriels, c'est plus facile, faire différentes choses. Donc, à l'ère de Lyon, on a souvent la prétention de dire, ben, on va faire plus. Donc, on va multiplier les campagnes, on va accélérer la production, on va ajouter des canaux. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on pense, où on va aller, c'est vraiment cette année, c'est dans le fond plus dans le faire mieux. On va prioriser les moments clés, on va identifier à quel moment je dois communiquer pour ajouter des campagnes par-dessus des campagnes. On va augmenter la pertinence. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui reçoivent des campagnes qui vont être retirées parce que ces campagnes-là sont pas pertinentes pour eux. Puis, dans l'optimisation des canaux, dans le fond, je vais voir réviser mes canaux pour m'assurer que j'ai les bons canaux et que je travaille de la bonne façon. Euh, et- Souvent, puis je me souviens, il y a plusieurs années, ça fait des années qu'on dit ça, on a comme un principe où j'ai un newsletter qui part à chaque semaine ou à chaque mois. Puis ce newsletter-là, c'est devenu un rituel qui se continue. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Est-ce que ce rituel-là est encore bon? On le disait là, dans le temps, il y a du monde qui me disait, ah, moi, je le sors tout le temps le premier lundi du mois. Puis on disait, ben, c'est pas nécessairement le premier lundi du mois qui est pertinent. Plus, ce qui est pertinent, c'est à quel moment tu as un meilleur contenu. Donc, si par exemple, j'ai une newsletter hebdomadaire, mais que finalement, je sais que j'ai un contenu qui va être plus important mardi, mais que mon newsletter part le lundi, ben, d'être capable de dire, je vais le faire partir le mardi au lieu du lundi. Donc, vraiment de réviser puis de voir si chacune des communications doivent exister. Puis, si elles doivent exister, ben, est-ce qu'on continue avec la même cadence? Je pense que, Alexandre, dans le fond, il y a des choses aussi là, qui se passent au niveau de la clientèle, là. C'est quoi les impacts que toi, tu vois sur le terrain de ce qui se passe actuellement? Oui, bien, juste avant d'aller là, j'étais tellement excité de partager tout ça avec vous autres. J'ai oublié quelques petites étapes au départ. Là, fait que je vais juste dire oui, la présentation est enregistrée, sera fournie à l'ensemble des inscrits, un petit classique de départ. L'autre chose, c'est qu'on a accès au chat. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, posez-les. Je ne peux pas garantir qu'on va y répondre nécessairement, mais à la fin, on va essayer de s'assurer d'avoir répondu à toutes les questions, si ce n'est que prendre un temps à la fin. Donc, je reviens un peu sur le terrain. Dans le fond, ce qu'on remarque, c'est justement, c'est un peu tout ce que tu disais, c'est l'espèce de prise de conscience que les équipes ont. Dans le fond, avec je vais dire, la facilité des nouveaux outils, ce qu'on a vu l'année passée, c'est qu'effectivement, les gens voulaient créer plus de campagnes, combler leur cycle de vie qui a peut-être des trous, aller avoir plus de contenu, plus de fréquence, parce que justement, les outils facilitent le travail. Donc, si je suis capable de, pour le même effort, envoyer 2, 3 fois la quantité de communication, pourquoi je me gênerais? Là, en 2026, on commence à se dire, ben, j'ai peut-être des raisons de me gêner finalement. Ce qu'on voit, c'est qu'avec cette facilité-là, ce qu'on a fait un peu, c'est qu'on a un peu dilué nos campagnes, nos stratégies. Dans le fond, j'ai mis 3 exemples
précis, là, mais l'exemple, c'est les messages non pertinents. C'est par exemple, je reçois la promotion d'un service, d'un produit, peu importe, alors que j'ai peut-être fait l'achat la veille ou quelques jours avant, ou peut-être ça ne s'adresse pas à mon profil, mais c'était facile pour le créateur de faire la promotion de ce produit-là. Puis ça, ben, c'est souvent parce que la donnée, elle existe, mais n'est pas nécessairement bien utilisée dans la segmentation finalement des envois. Deuxième exemple, les canaux mal synchronisés, ben, ça peut être que je reçois un message par courriel le matin et je reçois un repeat sur un deuxième canal en après-midi qui passe pas plus d'informations. Tout ce que fait, ça fait ajouter un peu oui, de la répétition, ce qui peut parfois être positif, mais souvent, ça peut venir diluer un peu l'opinion des gens qui, on le sait, on reçoit énormément de communication, donc il faut être capable de le faire. Puis ça, ben, je reviens à la donnée, je vais tout le temps essayer de faire un parallèle, là. C'est que les données, peut-être qu'il y a plusieurs plateformes qui existent pour envoyer différents canaux, puis ça ne se parle pas, fait que le calendrier est plus ou moins clair à ce niveau-là. Puis le troisième, ben, c'est les efforts dupliqués. Ça, je le vois beaucoup quand c'est des entreprises qui ont plusieurs entités qui ont accès aux mêmes outils. Donc, ça peut être, par exemple, différents départements qui décident d'envoyer des campagnes. Ça peut être des fois une entité locale versus une entité nationale qui va décider d'envoyer une campagne au même moment. Des fois, c'est sur le même sujet, donc il y a de la répétition. Des fois, ça se contredit entre la communication locale et nationale, ce qui est pas positif. Donc, c'est tout cet aspect-là qui fait que ben, les données sont un peu fragmentées par équipe, chacun a son outil, chacun, des fois le même outil, mais pas nécessairement le même partage de la vision. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut finalement faire de ce que j'appelle du gaspillage marketing. Puis l'idée, c'est voir comment on fait pour réduire un peu ce gaspillage-là. Fait que là, dans le fond, on revient là, c'est faire mieux un peu avec moins en concentrant nos communications basées sur la stratégie qu'on veut. Ça, c'est un peu l'état aujourd'hui, mais vers où ça nous mène en 2026, je pense que c'est sûr que les gens sont le plus intéressés. Le premier élément, ben, on a parlé d'omnicanalité. Je vais juste compléter là-dessus. Dans le fond, on passe de cette logique-là qui disait ben, l'omnicanalité, c'est d'être partout. C'est d'être sur tous les canaux, tout le temps, le même message qu'on décline de différentes manières. Dans le fond, on était sur une logique de présence. Mais là, ce qu'on voit slash espère pour 2026, c'est que la différence, ça va se jouer un peu dans la décision. Donc, de penser à chaque élément, c'est quoi sa valeur, comment je la rajoute, puis comment je la détermine par rapport à ça. Donc, est-ce que, au final, cette interaction-là que je veux provoquer, est-ce qu'elle apporte quelque chose de nouveau au client? Puis, tu sais, pour ceux qui sont au Québec, là, on a chez nous un influenceur assez important, là, Pierre-Yves McSween, qui dit souvent en as-tu vraiment besoin? C'est un peu le même genre de message qu'on essaie dans le choix, de prendre des décisions basées sur le besoin que les gens ont. Donc, toujours se baser sur un peu ce que le client a déjà vécu, ce qu'il a reçu, ce qu'il a ouvert, ce qu'il a ignoré. Ensuite, prioriser le bon moment. C'est pas le canal. Le canal est sous-jacent. C'est le moment qui va devenir le plus important. Puis ensuite, ben, Pascal l'a mentionné tantôt, accepter de ne pas envoyer. Ce qui n'est pas évident à prendre comme décision, mais des fois, c'est la meilleure décision. Puis, chez Dialogue Insight, on dit depuis des années, là, il faut envoyer le bon message sur le bon canal avec le bon contenu et le bon moment. On rajoute un peu aussi un autre élément qui est pour la bonne raison. Fait que c'est un peu de revenir à la raison derrière. Puis ça, ben, on fait ça comment? Ben, l'IA est là pour ça. Évidemment, si on veut se poser ces questions-là, puis avoir cette pertinence-là, au niveau individuel, c'est complexe. On a des grosses bases de données. On ne peut pas individuellement se poser des questions pour chacun de nos contacts. Mais c'est là que l'IA va pouvoir venir ajuster le discours. Ben, pas le discours, mais souvent l'orchestration de ces éléments-là pour savoir justement comment on fait pour ne pas accélérer le bruit. Parce que actuellement, c'est surtout pour ça qu'on sert de l'IA, c'est pour faire plus vite. Mais là aussi, c'est pour un peu prendre le temps de mieux créer à qui on va s'adresser et comment. Donc,
vraiment d'éliminer ce qui n'a pas de valeur dans la communication. Puis on fait ça comment? Bien, ça va être souvent en se connectant un peu au pool data pour que l'IA puisse vraiment comprendre la base de données, puis proposer autant des segments, des contenus, des moments, puis même ajuster lui-même le moment de l'envoi individuel du message pour s'assurer que dans le fond, ces décisions-là, ils se prennent au niveau, je le répète, personnel, pas en termes de persona, par exemple, qui est encore un peu trop macro. Dans le fond, là, ce qu'on fait pour le client, c'est qu'on met de l'avant la notion de valeur. C'est un peu ça Pascal, je pense que c'est à ton tour de parler de valeur. Je vais parler de valeur. Good. Dans le fond, au niveau de la création de la valeur, ce qui est important, souvent, de la façon qu'on fonctionne actuellement, c'est que les gens vont envoyer un message un à la fois. Ils n'ont pas une vision globale de ce qui est. Dans le fond, ce que nous, on veut, ce qu'on pense qui va arriver plus cette année, dans le fond, ça va être vraiment des outils puis des méthodes d'orchestration où on va regarder notre plan global de communication pour voir effectivement quelles campagnes doivent aller à qui, sur quel canal, mais pour vraiment prioriser les bonnes campagnes. Ce que ça va changer comme paradigme lorsqu'on veut faire de l'orchestration de valeur, dans le fond, ce que ça va changer, c'est que il faut qu'on se planifie à l'avance. Il faut, puis je vais en parler tout à l'heure, mais il faut qu'on ait une cartographie aussi de ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on veut faire de l'orchestration, ça veut dire qu'on va prioriser un message parce qu'on veut réduire la pression sur les contacts. Les contacts, puis tu le disais tout à l'heure, Alexandre, en fait, là, ben, des fois, tu reçois un message parce que tu viens de faire un achat, mais il faut comprendre que quand tu viens de faire un achat, tu as reçu probablement ta confirmation d'achat. Ça se peut que ça t'envoie une confirmation de quand ça va partir, que ça va t'envoyer une confirmation de quand ça va être livré, ça va t'envoyer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de communications qui se font, puis on les extrapole pas, on les voit pas. Puis souvent, ben, on continue à envoyer les mêmes communications. Donc, cette personne-là va recevoir finalement peut-être la newsletter de la journée, la promotion le lendemain, mais parmi toutes ces communications-là. Donc, l'orchestration, ce que ça a comme effet, c'est de regarder dans le fond et d'être capable de voir pour augmenter pour augmenter le taux de réponse, d'être capable de voir sur une période X, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, les communications qui vont être faites et d'être capable de dire lorsque ça se passe là, lorsque ce comportement-là arrive de cette personne-là, je vais éliminer ces communications-là. Ceux-là vont être plus pertinents, ceux-là le sont moins. Donc, on est vraiment dans la priorisation, dans le fond, qu'il faut regarder. Ce qui va être important, là, ce qui est important, parce que je sais, on avait eu des communications, ça arrive souvent, puis on a souvent cette question-là, là, quand on parle de pression par client, parce que c'est des indicateurs à suivre. C'est quoi la pression que je devrais avoir sur mes clients? Combien de communications je devrais envoyer à mes clients? On a fait des analyses avec certains clients. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il n'y a pas un nombre de communications qui est propre à une marque. C'est propre à un segment de clientèle, c'est propre à un client même. Par exemple, quelqu'un qui est membre de votre programme de loyauté, si vous en avez un, ou quelqu'un qui est super à l'affût des informations que vous envoyez, puis qui il pourrait ouvrir à tous les jours les communications, les lire. Je me souviens, on avait un client dans le temps, il y avait 80 d'ouverture, puis le message était envoyé à tous les jours. Puis l'autre, il y avait 20 d'ouverture, il y avait une communication. Donc, c'est pas cette pression-là. La pression va être différente. Quelqu'un qui est très intégré dans votre marque, qui est un de vos ambassadeurs, vous pouvez peut-être lui envoyer 12 messages par semaine et ça n'aura pas d'effet sur sa fatigue parce qu'il attend ces messages-là, puis il y a une relation avec vous. Alors que dans d'autres cas, ben, peut-être que pour certains autres clients, que vous commencez justement une relation avec eux, ben, de commencer en apprenant à connaître ce client-là, puis en définissant justement c'est quoi la quantité de messages pour mes nouveaux abonnés que je trouve pertinente, pour mes anciens. Je pense que ça va être la règle, là. Au moins de commencer avec certains segments de clientèle, puis de pouvoir identifier combien de messages je devrais envoyer à ces clients-là en 7 jours, en un mois, ou peu importe. On est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, là, si vous n'avez rien à dire, même si vous avez une newsletter du lundi, ça peut aller la semaine après. Il n'y a personne qui attend une communication. Depuis plusieurs années, nous, on travaille beaucoup
Puis mon vœu, puis on en parle souvent chez Dialogue Insight, notre vœu, c'est pas augmenter le nombre de communications. Notre vœu le plus cher, c'est de réduire le nombre de communications, mais que chaque fois que quelqu'un va ouvrir un message, que le message va être pertinent, qu'il va lui s'adresser, que ça va donner l'information qu'il cherche, une promotion peut-être qui va l'encourager à faire un achat, mais quelque chose qui va lui donner de la valeur à lui. Donc, c'est là où l'orchestration a vraiment un effet là, pour ramener cette valeur-là, pour définir quelles sont les communications qui vont lui donner le plus de valeur. Et ça, bien entendu, cette communication-là, tu peux aller à la suivante, Alex. Ça vient de la donnée, parce que si on n'a pas de données, c'est clair que c'est difficile de connaître la personne. Puis la donnée first party, on en parle, puis je vais l'expliquer dans le fond, la first party, c'est la donnée que vous créez vous-même sur votre clientèle. C'est souvent basé sur les comportements. Ça va être ses achats, ses clics, ses ouvertures. On va aller un petit peu au-delà de ça, parce qu'avec l'IA, on va avoir plus de capacité, puis je vais en reparler tout à l'heure, mais de venir, lorsqu'une personne clique, pas juste dire qu'elle a cliqué, mais de définir les intérêts de cette personne-là basés sur le contenu de cette page-là et de façon automatique avec l'IA. Ce qu'il faut savoir, puis ce qu'on a vu dans le passé, puis on commence à voir les équipes le faire, c'est une réduction dans la quantité de données, mais des meilleures données. Donc, parce que ça ne veut pas dire accumuler, ne veut pas dire que tu vas mieux exploiter. Donc, c'est vraiment d'avoir une réduction de la donnée, d'identifier quelle donnée va vous permettre de déclencher une décision, quelle donnée peut être à sa fraîcheur, là, dans le fond, qui est la plus à jour possible, parce que ce qu'on veut, c'est s'informer. Puis, Alexandre l'a dit, puis pour la première fois, je donne cet exemple-là, mais je suis déjà partie en voyage, puis pendant que j'étais en voyage, je recevais le voyage où j'étais plus en spécial que quand j'étais là. C'était pas très, très bon comme expérience, mais cette donnée-là de transaction, si on est capable de l'avoir la plus rapidement possible, c'est vraiment là où il va avoir de la valeur. Puis, ben, son lien direct avec une action sur le contact, est-ce que si je communique avec, le contact va réagir sur cette information-là? Alors, les données les first party, bon, les paniers d'achat abandonnés, les transactions, on en parle, mais comme je disais, tout ce que peut faire les demandes à votre service à la clientèle, les participations à vos événements, l'ensemble des actions que vous avez, que le client fait chez vous, c'est votre richesse et c'est quelque chose que vous devez vraiment entretenir, mais vous assurer d'avoir la bonne donnée. Là, c'est vraiment un des endroits là, où l'IA va avoir beaucoup, je pense, d'intérêt dans les prochaines années au niveau de la donnée. On l'a vu beaucoup avec ChatGPT, ben, c'est possiblement le plus utilisé au niveau de la création de contenu, mais là, on s'en va dans l'optimisation de la donnée. Justement, par rapport au IA, ça s'inscrit comment, justement, chez nos clients actuellement, Alexandre? Ben, l'IA, j'en ai parlé rapidement. On va prendre un peu de minutes pour exploiter le sujet un peu plus parce que ça fait réellement partie de notre quotidien aujourd'hui. Dans le fond, un des éléments, c'est que souvent l'impression qu'on a quand on parle, quand je parle aux clients et aux différentes équipes, c'est que le travail s'est complexifié. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, c'est que le processus, il y a pas tant, c'est pas que le processus a changé, c'est plus il s'est dispersé. Vu qu'on a rajouté beaucoup de la donnée, ben, il y a beaucoup d'interventions plus techniques qui vont être à devoir faire pour faire une campagne. Puis il y a même une partie légale qui s'invite. On voit de plus en plus là, chez nos clients l'implication des équipes légales dans la gestion du portefeuille de données des différentes équipes. Ce qui fait que, ben, effectivement, ce que ça fait, c'est que ça complexifie un peu le processus. Mais au final, le processus, il reste globalement le même. C'est-à-dire qu'on part de la stratégie, on décline les communications, on fait les visuels, on fait l'intégration de ces différentes communications-là, puis après ça, on les déclenche. Le processus reste sensiblement le même. C'est juste qu'à chaque fois, on a rajouté des couches d'outils pour être capable d'aller plus vite. Puis des fois, ça fonctionne, mais des fois, il y a une dispersion. On parlait tantôt ChatGPT, là, mais ça pourrait être n'importe quel de ces outils-là qui fait que bon, on fait une partie à gauche, puis après ça, une partie à droite, puis le contexte est peut-être plus difficile à passer de l'un à l'autre de ces outils-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu, pas une fatigue, parce que les gens sont quand même, les utilisent, voient où on veut aller encore, mais on n'est pas encore rendu dans cet élément-là. Donc, ça, c'est un des problèmes principaux qu'on a avec l'utilisation de ces outils-là. Par contre, où est-ce que ça va vraiment venir nous aider? C'est quand on va avoir une seule logique. Quand on va être capable d'appliquer cet outil-là de A
à Z au travers la stratégie d'envoi, qu'on va être capable de pouvoir mieux euh, tirer parti de ces outils-là. Donc, la réponse, c'est pas est-ce qu'on ajoute des outils de plus ou ça, c'est plus comment on fait pour s'assurer que l'outil qu'on utilise n'est pas dispersé puis touche à tous les points de canaux. Je parlais tantôt de connecter le pool data à l'outil. C'est une manière de pouvoir le faire. Dans le fond, l'IA qui va aider en 2026, c'est celle qui va orchestrer de A à Z. Autant de la stratégie au départ, appuyer. On parlait pas nécessairement de décision, mais plus d'accompagnement à l'utilisateur, de l'aider dans sa réflexion, pouvoir le mettre. Et ensuite de ça, une fois que la décision, que la stratégie est prête, bien là, on peut doucement, tranquillement décliner. Puis là, bien, effectivement, les outils vont faire un peu le gros du travail par lui-même, créer les différentes communications, différer les flows, créer les segments potentiellement. Et tout ça va mener justement à cette mise en place-là. Mais pour ça, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est un peu s'assurer que la stratégie en amont, elle est validée. Puis je pense que le travail va un peu se transformer, où est-ce que les équipes vont peut-être être moins dans le day-to-day de la création des outils, puis plus dans la stratégie, puis réfléchir justement à ces questions-là de est-ce que c'est la bonne communication? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle s'intègre bien dans mes objectifs pour cette année de mon équipe, etc., etc. Donc, ça va être beaucoup comme ça qu'on veut vraiment aller. Puis c'est vraiment en réduisant cette friction-là qu'on va pouvoir élever le niveau puis s'assurer que les messages qu'on envoie sont de la bonne qualité avec le bon contenu. Donc, Exact. Juste avant que tu passes à oui, un autre sujet, dans le fond, au niveau des outils IA, on parle souvent de ChatGPT, puis un des éléments qu'on voit, c'est qu'il y en a plein d'outils, là. Plein de monde oui, utilise plein d'outils, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où on est capable vraiment d'identifier quels sont les bons outils, dans quel contexte je les utilise. Fait que c'est la prolifération des outils. Puis même quand on parle, un outil est bon pour certaines affaires, l'outil ChatGPT est passable et quand même correct au niveau des contenus, mais on va utiliser un autre outil pour faire la génération du HTML, un autre outil pour faire les images et tout ça. Ce que j'aimerais, là, c'est s'il y en a des gens qui sont là, autour de la table, j'allais dire, on n'a pas de table, on est rendu en avant de leur bureau, devant leur ordinateur, qui ont des outils qui sont différents ou qui ont trouvé, mais je pense qu'il y a cette notion-là, je pense qu'il faudrait qu'on mette plus en place des communautés de pratique où est-ce qu'on est capable de se partager les bons coups qu'on fait avec du AI, puis de voir les bons outils qu'on utilise, puis de voir de quelle façon on intègre ces outils-là. Fait que si vous avez des outils autres que ChatGPT que vous utilisez de façon régulière, ben, on est plusieurs personnes en marketing, on a un intérêt à comprendre, à connaître les outils que vous utilisez dans vos contextes. Donc, n'hésitez pas à partager les bons outils que vous avez découverts avec le temps. Je pense que ça peut aider. C'est sûr que ça en fait plein. Puis, je parlais avec l'équipe au niveau du AI, justement, hier, parce qu'on a des projets AI chez nous, puis ils me disent, ce qu'il y a 6 mois maintenant, ça bouge réellement, réellement vite. Donc, il y a des outils qu'on utilisait peut-être en début d'année dernière qui sont dépassés par des nouveaux outils. Donc, la course au meilleur outil, c'est une course aussi qui va arriver où est-ce qu'on va essayer de trouver quel est le meilleur outil qui va me permettre de faire mon travail de A à Z finalement, là, comme tu disais, au niveau de ça. Je vais juste rajouter exact. une parenthèse là-dessus. Oui, ben dans le fond, puis, tu sais, on parle beaucoup de ces outils-là, puis que ça évolue, mais au final, il faut les voir comme des outils. Donc, la stratégie va être au cœur de ça. Puis effectivement, les outils vont très, très vite, puis ils vont être de mieux en mieux. Quelqu'un en commentaire parle de Nano Banana, là, qui fait de la génération d'images. On se souviendra tous de la vidéo Will Smith qui mangeait du spaghetti, écoute, 2 ans. Puis aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup mieux, plus réaliste, on va dire, Mhm. en termes de ça. Fait qu'il y a vraiment de l'évolution à ce niveau-là, mais c'est vraiment cette problématique-là de dispersion
qui anime Oui. justement nos équipes à l'interne. Fait que en fait, je te passais la balle pour l'innovation chez DI. Là. Mais c'est ça, mais peut-être un dernier point aussi au niveau de Mhm. l'AI, là, les défis que les entreprises ont actuellement, c'est des défis aussi de gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle façon on peut le faire, jusqu'où on peut aller? Est-ce que les outils, par exemple, des outils comme Dialogue Insight, est-ce que ça va partager ma donnée, la connaissance que j'ai acquise, est-ce que ça va être partagé, quelle est la donnée qui sont utilisées? On a certains de nos clients qui viennent nous voir et qui nous disent, moi, tout ce que tu développes d'AI, je ne pourrais pas l'utiliser. Fait que c'est clair que l'AI va être une solution pour certains, mais il va falloir que les outils aussi pour les entreprises qui ont plus de gouvernance, c'est plus difficile parce que tu disais que le légal, c'est Absolument. inclus dans la discussion de plus en plus maintenant. Oui, Mais ben, il faut qu'on trouve aussi la façon, des façons de faire pour ces gens-là qui n'auront pas accès au AI. Mais c'est ça. Fait que, il y a toute cette notion-là de je ne veux pas partager ma donnée, je ne veux pas faire ci. Donc, comment je fais pour apprendre moi-même par mes expériences que c'est bon? Ben, on va en parler un petit peu. On s'en va justement sur ce sujet-là présentement. Fait que tu peux, exact. Parlons de l'innovation chez DI. Hein? c'est ça. En fait, je DI vais parler. Dialogue Insight, pour ceux qui. C'est ça, DI, c'est ça, c'est Dialogue Insight. En fait, mon rôle chez Dialogue Insight, c'est aussi de gérer toutes les innovations au niveau du produit. Je ne code pas, je ne suis pas une programmeur, mais je suis quand même très proche de ce qui se développe au niveau du produit. Et on développe beaucoup depuis plusieurs années avec nos clients. Donc, il y a certains projets sur lesquels on travaille actuellement, que c'est vraiment des projets qui sont faits en collaboration avec nos différents clients. Donc, si tu veux aller à la suivante. On parlait tout à l'heure, dans le fond, d'avoir une vue d'ensemble. La vue d'ensemble, là, il faut que ce soit une vue qui soit intégrée, marketing, CRM, service, vente. Il ne faudrait pas tomber, par exemple, vous avez une équipe de vente un vendeur qui envoie une promotion à son client, puis finalement, il y a une promotion différente qui est envoyée par l'équipe marketing. Donc, il y a vraiment une cohésion. Il faut avant de commencer, nous, ce qu'on dit, c'est d'être capable de voir l'ensemble des communications qui sont envoyées, de les centraliser, puis de voir est-ce que j'ai trop de communication? Est-ce que je coupe une communication? Si par exemple mon vendeur, j'ai ce type de communication-là qui est envoyé, est-ce que j'attends avant d'envoyer une communication? Mais pour ça, il faut avoir l'ensemble des trucs, puisque ça prend, mais dans le fond, ça prend vraiment la capacité de pouvoir envoyer tous les messages là, via des relais SMTP, entre autres, d'être capable d'envoyer tous mes messages de service par une même plateforme pour justement avoir une vue globale de mes clients pour pouvoir calculer ma pression sur eux. Avoir tous les canaux qui sont utilisés aussi, les moments de déclenchement, les objectifs associés. Euh, Ce qui est intéressant, surtout pour les canaux, les campagnes qui sont plus ponctuelles, ou même les campagnes qui sont automatiques, d'être capable de voir quelles sont mes campagnes que je vais avoir dans le prochain mois, la prochaine semaine. Donc, d'avoir des calendriers beaucoup plus visuels, d'être capable d'aligner les calendriers des différentes équipes. Parce que souvent, ce qu'on voyait dans le temps, c'est les entreprises allaient, bon, ben, j'ai un newsletter à créer pour demain, j'y vais aujourd'hui, puis je la crée pour demain. Et là, dans le fond, c'est d'avoir quand on dit on fait de l'orchestration, il faut avoir une vue d'ensemble sur ce qui va se passer pour être capable de prioriser les bons messages. Donc, des vues calendaires vont être beaucoup plus. On en a déjà un chez nous, on est en train de refaire justement pour aider même les équipes à plusieurs niveaux, par exemple, comme je disais, au niveau des ventes, au niveau du marketing, pour essayer de centraliser ça, pour être capable d'avoir une vue globale de la relation client qui est chez nous. Et ce qu'il faut lorsqu'on veut commencer justement à faire de l'orchestration, c'est vraiment cartographier ça. Donc, c'est faire le tour de l'entreprise, aller voir quelles sont toutes les communications qui sont envoyées par tous les systèmes. Puis vous allez être surpris parce que je sais que quand les clients chez nous font cet exercice-là, ils font comme, OK, on en a tant de communications qui sont envoyées. On avait oublié ces messages-là qui sont envoyés, par exemple, lors des renouvellements pour les abonnements ou ces messages-là qui sont envoyés pour les livraisons. Ces messages on avait oublié tout de cartographier nos messages. Donc, ça, vraiment, il faut que ce soit fait parce que sinon, l'orchestration, c'est impossible. Fait qu'il faut être capable d'être cartographié puis de regrouper ça ensemble. Puis, c'est la seule façon que vous allez pouvoir gérer la pression puis vous assurer d'envoyer le bon message au bon moment puis de retirer les messages qui font plus de bruit, puis qui pourraient finalement là, faire de la pression, puis réduire, puis ça ajoute de la fatigue sur vos clients. Donc, cette notion-là de visibilité, voir tout ensemble, c'est super important. On a développé ça avec le temps, mais on continue à développer ces différentes choses-là. L'autre élément au niveau de
si on veut vraiment aller dans la pression, gérer le bon message à la bonne personne, ça nous prend une segmentation qui est exploitable. On a certains clients chez nous qui nous disent, écoute, moi, quand je vais faire un groupe, parce que ma structure de données est complexe, mes équipes ne comprennent pas trop, ceux qui réalisent les communications ne comprennent pas tout à fait ma structure de données. Donc, il faut que j'intègre une deuxième, puis une troisième personne qui va venir m'aider à faire de la segmentation. Il faut, je le disais tout à l'heure, limiter les données qui sont là, mais il faut être capable d'avoir la bonne donnée et d'être capable de l'exploiter. Si on peut pas, si toute la donnée qu'on a ne nous permet pas d'identifier qui je dois contacter, quand, pourquoi, avec quel niveau de pression, ben, il nous manque possiblement de la donnée. Mais c'est ça. Mais pour faire ça, ben, il faut vraiment aller avec des outils qui vont transformer, moi je dis souvent la donnée brute, là, justement les transactions, les clics, les ouvertures, plus les clics, ben, les ouvertures aussi parce que quand même le message a certaines données. Il faut qu'on soit capable, puis le AI va nous permettre de le faire, d'aller exploiter le contenu de ce qu'on a envoyé pour dire, OK, quand la personne a cliqué sur le lien ABC, c'est parce qu'elle est intéressée au contenu, puis voici le contenu avec des champs d'intérêt, puis ces champs d'intérêt-là vont être remontés à la fiche contact. Donc, c'est vraiment avoir la possibilité de créer des scores d'appétence. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais avec les AI, on va avoir vraiment une plus grande facilité à le faire avec beaucoup moins de problèmes. Puis, des outils ça s'en vient là, pour ceux qui sont utilisateurs, parce que je sais qu'on a souvent plusieurs utilisateurs de notre plateforme qui sont là. Vous avez vu, vu ou peut-être pas, notre nouvel outil de segmentation. By the way, si vous êtes là, n'hésitez pas à remonter. On est encore en développement là-dessus, mais la prochaine étape de cet outil-là, puis des outils, de la majorité des outils, c'est d'être capable de faire des groupes en langage naturel. Donc, on n'a pas besoin de savoir dans mon champ langue, est-ce que c'est FR français, est-ce que c'est le système, vous allez lui dire, ben voici ce que je veux faire. Il va vous dire, est-ce que j'ai bien compris, c'est ça que tu veux faire? Puis après ça, il va vous dire, ben voici la règle ou les critères que tu dois mettre. Donc, ça aussi, l'IA va vraiment aider à le faire. Puis c'est des outils qui s'en viennent cette année puis qui vont vous aider. Fait que ça va permettre aux équipes marketing d'être beaucoup plus autonomes dans la réalisation complète de leur campagne. Donc, on parle aussi, là, au niveau de la segmentation, on parle aussi de plus en plus des outils dans lesquels il n'y a plus de partage de données. C'est-à-dire que la donnée est exploitée au cœur d'un centre et les plateformes comme la nôtre vont aller se connecter à ces plateformes-là pour aller faire les traitements, mais on n'a pas besoin de dupliquer la donnée sur chacune des plateformes. Ça c'est quelque chose aussi qu'on va voir de plus en plus avec les différents outils. Ça permet vraiment au niveau de l'environnement là, de réduire la quantité de données hébergées, fait que ça a quand même un effet, mais au niveau des coûts aussi, c'est quand même appréciable. Donc on va avoir des outils qui vont permettre, donc c'est pour ça que quand on dit à quelque part, on va pouvoir faire mieux. euh, donc, c'est que vous allez être capable d'exploiter davantage vos bases de données parce que vous allez avoir la main, vous n'aurez pas besoin, si vous voulez faire quelque chose, puis vous demandez à l'AI, je peux-tu faire un segment qui fait ça, ça, ça? L'AI, s'il vous dit non, bien, vous allez savoir à ce moment-là qu'il vous manque une donnée, puis cette donnée-là, vous allez pouvoir aller la chercher. Donc, on voit vraiment que le AI va avoir un impact là, sur ces différentes choses-là. D'ailleurs, les segments en langage naturel, c'est en développement chez nous et je pense que c'est prévu pour février, mars. Je ne vais pas m'avancer trop. Je sais que les équipes n'aiment pas trop ça quand je m'avance, là, mais je sais que c'est présentement en développement chez nous. C'est dans les mains d'un petit cercle fermé, puis dès que ça va être utilisable, ça va pouvoir être releasé très prochainement. Ouais. Bon, ben, c'est bon. Puis ben, la caractérisation de contact aussi, là, ce que je parlais dans le fond, Ouais. là, d'avoir la capacité, lorsque j'ai un lien, de dire, ben, quand la personne a cliqué sur ce lien-là, je suis allée voir le contenu de la page et voici ça traitait de quoi et je ramène cette information-là, ces intérêts-là dans la fiche contact. C'est des choses aussi qu'on va voir arriver dans les prochains mois. Au niveau des canaux, on a beaucoup, puis on travaille beaucoup, là, 50% de nos revenus sont en France, 50% au Canada, donc on est vraiment sur les deux continents. Euh, Dans le fond, il y a beaucoup de différences entre la France et le Canada. Euh, En France, le SMS est depuis très longtemps très populaire, beaucoup utilisé pour les campagnes marketing. Au Canada, un peu moins. Il y a beaucoup de canaux qui vont arriver. Le SMS était un des premiers canaux qui était payant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on paye à chaque fois qu'on fait un envoi. Mais il y en a plusieurs, là. WhatsApp arrive avec la même chose. RCS, qui est le SMS finalement enrichi, là, qui permet d'avoir des images, d'avoir plusieurs choses. Donc, on arrive avec des canaux qui sont beaucoup plus
coûteux. Donc, quand on va arriver pour l'orchestration, on ne peut pas dire, ben, tous ces clients-là envoient ça sur ce canal-là parce que le coût des canaux vont exploser. Ben, il y a des canaux qui sont plus conversationnels. Ça aussi, il faut se préparer au conversationnel parce que ça veut dire que les gens font des réponses. Fait qu'il faut prévoir un AI qui va être capable de traiter ces réponses-là, mais aussi, ben, il y a des réponses qui ne seront pas traitables par le AI qu'il faut, à ce moment-là, venir les traiter. Là, je parlais avec quelqu'un, justement, qui fait WhatsApp, puis il me disait, il n'y en a pas de temps, les messages qu'on n'est pas capable d'anticiper, mais il faut quand même répondre à ces messages-là. Donc, vraiment, on arrive dans une multiplication des canaux, puis des canaux qui coûtent cher. Donc, l'orchestration, ça ne pourra pas être juste, hey, tu peux envoyer, voici les canaux à laquelle la personne est abonnée, et tu peux envoyer sur le canal de ton choix. Il va falloir qu'on soit capable de dire, OK, mais voici le budget que je voudrais mettre sur celui-là, voici les types de clients, par exemple WhatsApp, je veux leur envoyer sur WhatsApp, coûte beaucoup plus cher, mais je l'envoie à cette catégorie de clients-là, peut-être mes clients VIP ou les clients que je suis en train de perdre, que je dis, ben, pour les réengager, je vais leur envoyer sur WhatsApp. Donc, ça va être super important là, quand on va arriver pour l'orchestration, puis de définir quel message dans mon scénario, mais quel canal, de définir aussi combien je veux investir par canal pour pas justement arriver puis briser la banque avec ça. Donc, c'est pas les nouveaux canaux conversationnels, WhatsApp, RCS, peut-être RCS moins, mais en tout cas, ça sera peut-être pas des canaux qui vont être vus comme de volume, ça va plus être des canaux qui vont s'ajouter dans des segments, des scénarios qui sont un peu plus automatisés, qui sont déclenchés justement au, euh, à la demande du client, là, lorsque là, il y a un comportement du client. Puis, Si je peux juste rapidement vas-y, oui, pour justement tout ce qui est conversationnel, il faut aussi prendre en compte que ces campagnes-là auront une durée de vie beaucoup plus longue et beaucoup plus impliquante pour les équipes. oui, C'est pas du send and forget, là, c'est dans le sens qu'il faut falloir regarder les résultats, s'assurer que oui, il va y avoir des réponses automatisées, mais après ça, est-ce que ça couvre tous les types de réponses? Donc, il y a comme un entretien suite à la campagne qu'il va falloir piloter. Puis ça, ben, il faut que ce soit prévu là, derrière tout ça. Là. exact. Dans les canaux là, que nous, on est en train de réviser chez nous, on a un WhatsApp qu'on va faire avec le partenaire Wax en France. RCS, on est en train de le développer pour la France. Malheureusement, le Canada, on est en retard sur le SMS, puis le RCS un peu aussi. Là, on est en collaboration avec certaines entités qui nous informent de l'avancement, mais ce n'est pas encore tout à fait avancé. Donc, le RCS pour la France devrait aussi voir les jours dans les prochaines semaines. Puis, le text-to-voice, text-to-speech, dans le fond, le voice qui va permettre d'envoyer des messages vocaux, finalement, qui sont bien. Tout ça, là, dans le fond, c'est des choses qui sont en train de se développer. C'est des nouveaux canaux qui nous sont demandés. Donc, ces canaux-là, on va les voir de plus en plus. Parce que, comme je vous dis, on développe beaucoup avec la demande client et c'est des canaux qui nous étaient demandés de plus en plus. Ouais. À la fin, on va revenir avec les questions. Il y a quelqu'un qui parle justement en B2B, comment on fait ça, la valeur, ça. Mais l'exemple du text-to-speech, text-to-voice, là, est un exemple de ça. C'est souvent des canaux qui vont être différents, puis il faut vraiment se baser un peu sur le cycle de vie. Mais on pourra en reparler un peu plus tard, mais je trouvais ça intéressant là, pour le B2B, là, précisément. Yes. Dans le fond, la vision de... Oh, la slide est tout croche. La vision de DI, c'est une vision où l'IA va orchestrer l'ensemble des campagnes de bout en bout. C'est-à-dire, on va pouvoir, ça va être un assistant AI dans lequel vous allez dire, je veux faire une campagne, par exemple, de bienvenue. Puis là, ben, l'outil, l'assistant va vous dire, est-ce que tu veux faire une campagne de bienvenue pour tes nouveaux abonnés ou pour tes nouveaux membres de ton programme de loyauté? Selon la réponse, il va vous reposer d'autres questions. Et à la fin, complètement, l'idée, c'est d'avoir un plan de campagne qui va être qui va avoir la définition des segments, qui va avoir la génération des messages, le scénario, par exemple, les délais entre les messages, tout va être fait, qui va orchestrer l'ensemble de vos canaux et qui va se faire de façon automatique à l'aide d'un clic en disant, OK, mon plan de campagne est prêt, maintenant je veux que tu le diffuses. Donc, ça va être aligné avec la donnée en temps réel. La donnée réelle, ça va être respectueux de la pression client, bien entendu, parce qu'on va traiter aussi à ce niveau-là, puis on va penser pour faire mieux sans faire plus encore. Parce que ça, on vous disait, on a certains clients, par exemple, qui éliminent dans des scénarios des scénarios qui font de façon régulière certaines actions parce qu'ils disent que ça prend trop de temps à faire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas produire plus de campagnes, mais produire les meilleures décisions, donc les meilleures campagnes possibles. Et c'est pas un vœu, là, c'est ce qui va être fait
On a un projet en cours et c'est un projet qui devrait être livré septembre 2026, ce projet-là, d'avoir cet assistant-là qui va vous permettre de créer une campagne d'un bout à l'autre. Il va y avoir des bêta-testeurs là, dès le mois de septembre-octobre, mais par la suite, ça va être déployé plus largement. Donc, c'est la vision qu'on a présentement du AI chez Dialogue Insight et je pense que c'est les outils qui vont vous permettre, comme depuis le début, c'est ce qu'on dit, pas faire moins, mais faire mieux. Donc, c'est d'être capable de vous assurer que chacune des actions que vous faites sont optimisées. Donc, bien entendu, ces outils-là vont apprendre avec le temps à quels sont les éléments qui sont les plus pertinents dans votre cas. Et comme je disais, au niveau du partage de données, ça va s'apprendre avec votre clientèle. Parce que, comme je disais, la pression, c'est pas une pression que je peux dire pour tous mes clients maintenant, c'est 3 messages par semaine. C'est pas vrai. C'est chacun va apprendre finalement à connaître sa clientèle et à détecter quel type de client, quel persona doit être communiqué à quelle fréquence. Oui, Ça- puis si je peux me permettre, au travers des années chez Dialogue Insight, on a lancé énormément d'outils pour justement aller plus loin dans l'hyper-personnalisation, dans la pertinence des campagnes. Tu disais que c'était un peu notre motto, notre ouais, désir derrière tout ça. Souvent, ces outils-là demandent passablement de l'énergie, autant hum, en termes d'implantation, changement des pratiques à l'interne et de l'opération au quotidien. Puis c'est un peu ça ouais. qui est notre désir, c'est que cet outil-là, que cet assistant-là puisse un peu, pas accélérer, mais plus appuyer finalement l'utilisation des outils plus matures en hyper-personnalisation pour aller un step plus loin. Fait que c'est vraiment dans l'optique de faire mieux finalement. Exact. Puis c'est important, puis je pense que je ne l'ai pas mentionné, là, mais dans tout ce qui va être développé, je disais, on ne veut pas partager les données entre les clients. C'est bien entendu, il y a une certaine expertise qui va être mise, qui est une expertise chez Dialogue Insight. Ça fait 26 ans qu'on fait des campagnes d'organisation d'événements, des campagnes de bienvenue, puis tout ça. Donc, il y a une certaine expertise que nous, on va aller pousser, mais le contexte de votre entreprise va être rajouté dans les outils pour qu'on s'adapte à votre entreprise, pour que c'est pas le contexte, c'est pas juste vos couleurs, c'est le ton, comment vous vous exprimez, quels sont, par exemple, si par exemple vous dites quelqu'un qui est dans un programme de loyauté, qui a pas, si la personne qui est dans un programme de loyauté, elle n'a pas fait d'action ou d'achat 3 semaines après avoir reçu sa carte, ben voici ce que moi je veux que tu me proposes comme plan. Le plan va se peaufiner avec le temps, avec votre contexte à vous que vous allez identifier. Par exemple, si vous dites je veux faire des rabais à ce type de client-là ou pas à ce type de client-là, ça aussi, ça va être possible. Donc, les contextes, c'est ce qui va être le plus important pour démontrer la pertinence dans tous les outils AI que vous utilisez finalement. Puis ça, c'est un des points aussi là, qu'on va voir cette année. Puis c'est une prolifération des prompts, là, parce que tout le monde fait des prompts de leur côté, mais d'avoir plus des outils qui vont centraliser les bons prompts, puis centraliser les contextes pour que quand on sort une communication, les communications soient plus uniformisées, puis plus alignées avec la marque finalement. Oui, exactement. Donc, passer plus d'énergie à ajouter du contexte plutôt qu'à opérer, finalement. C'est Au ça, final, c'est ça. exact. Ouais. Exact. Ouais. Exact. Ah, c'est une belle conclusion, ça. Est-ce que les gens ont des questions? Juste avant, là, il y a déjà quelques questions, mais n'hésitez pas à en ajouter si vous en avez. On est là, ça nous fait plaisir. Je reviens avec la question qui avait été mentionnée tantôt là, au niveau de l'orchestration de la valeur en B2B. Comment on traduit ça finalement? Là? C'est un peu ça la question. Euh, Ma version de la chose, c'est que souvent dans ces présentations-là, on parle des cas un peu globaux et génériques. Là. Tu sais, on parle souvent de commerce de détail, ça, parce que c'est un domaine que tout le monde comprend. C'est sûr que quand on commence en B2B, le contexte devient beaucoup plus précis à votre réalité, ce qui fait que ça n'existe pas un B2B. Il y a plusieurs types de B2B. L'idée derrière ça, c'est de revenir à la valeur que vous offrez à vos clients, membres, je n'ai pas d'autres termes là, qui me viennent en tête, mais à les gens avec qui vous faites affaire finalement. Donc, si par exemple, nous, en tant que plateforme, on va être sur une logique peut-être un peu plus commerciale en B2B, donc on va focuser sur nos communications sur l'expérience client, sur la prospection, sur le niveau d'information que l'on veut désirer, mais selon les interactions qu'on a. Alors que, par exemple, un ordre professionnel va être plus en service expérience client au niveau de ça. Fait que ça dépend vraiment du type de valeur que votre entreprise offre. Mais à partir de là, je reviens à la fameuse question. À chaque communication, est-ce que ça donne quelque chose de nouveau et de précis à la personne à qui je l'envoie?
Si vous êtes capable de répondre à cette question-là, peu importe le type de produit, de service, de relation que vous avez avec vos contacts, on va simplifier, vous devriez trouver le moyen d'orchestrer cette valeur-là au final. Je ne sais pas si tu Exact. voulais rajouter quelque chose, Pascal, sur cette question-là. Ben, c'est sûr que dans le B2B, il y a peut-être moins de campagnes simultanées, là. Il y a peut-être Ouais. moins de campagnes qui sont envoyées, mais vraiment, c'est la relation avec les ventes, là, parce qu'il ne faut pas venir couper ce que les ventes font, puis ajouter de la valeur. Dans le contexte du B2B, c'est beaucoup plus des fois informatif qu'autre chose, là, mais d'être capable de rajouter. Et quand on parle de créer de la valeur, là, il faut que le client, ça lui apporte quelque chose de voir le message. C'est pas une promotion pour une promotion qui lui permet d'économiser. Il y a des gens qui courent les promotions, il y a des gens qui ne courent pas les promotions, mais dans le B2B, ça risque d'être plus du contexte informatif. Par exemple, amener de la valeur, ça veut dire, ben, quand, par exemple, quelqu'un vient de faire l'achat d'un produit X, Y, Z, ben, d'avoir une chaîne, des scénarios pour qu'à chaque étape, ça peut être, hey, comment ça se passe? Est-ce que tu as le service à la clientèle? Est-ce que tu as besoin d'aide? Voici le guide d'utilisation. Voici certains FAQ qu'on a eu sur ce produit-là. D'amener de la valeur sur ce que la personne a acheté, puis de lui donner, dans le fond, le goût de lire vos communications. C'est ça. C'est pas, tu sais, par exemple, justement, quelqu'un vient d'acheter, il envoie une communication pour un autre produit, puis un autre produit, puis un autre produit. La valeur, puis c'est chacune des personnes, puis c'est ça qu'il faut définir, quelle est la valeur que cette personne-là cherche. Puis avec les outils, comme on parlait d'AI, où on va pouvoir dire, la personne a cliqué ou elle a vu cette page-là, parce que je parlais de clic, mais elle est allée voir, par exemple, mon produit XYZ, bien, à ce moment-là, on est capable, si elle a été voir le produit XYZ, de le lier à son profil, puis de dire, cette personne-là, c'est ce qui l'intéresse. Donc, les communications vont pouvoir tourner plus autour de cette catégorie de produits-là. En espérant que ça répond. Euh, Exact. Ça apporte de la euh, valeur. la deuxième question, dans le fond, là, c'est une question un peu de SEO par rapport à l'intelligence artificielle. On a parlé je ne lirai pas parce que la question est un bon paragraphe, mais dans le fond, on dit qu'il faut être plus pertinent dans nos communications, puis peut-être moins en termes de fréquence. Mais considérant que les outils IA se basent beaucoup sur la notoriété et la visibilité de ces brands-là en ligne, comment on s'assure que ces outils-là, dans le fond, répondent à cette implication-là si on diminue finalement la quantité de communication? C'est une bonne question. Je ne sais pas si Pascal, tu as un avis. Moi, j'en ai un, mais je peux peut-être te laisser commencer. Non, je te laisse y aller sur le SEO, c'est pas mon bas. OK. Ben, dans le fond, tu sais, il y a deux éléments. Un, premièrement, quand on dit de diminuer la quantité, on parle souvent de pertinence à l'individu. C'est-à-dire que potentiellement que la campagne va quand même s'envoyer, mais peut-être que le segment va être plus petit. Peut-être que ça va être plus automatisé, basé sur des comportements de votre clientèle que sur un segment démographique, par exemple. Donc, de cette manière-là, la quantité de campagne va quand même exister. Elle va peut-être être variable d'une personne à l'autre. Ça, c'est le premier point. Fait que, oui, il va y avoir moins de masse, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir moins d'éléments. Le deuxième élément que tu as mentionné, c'est oui, la notoriété, visibilité. Au niveau du SEO, des outils IA, c'est encore quelque chose qui est beaucoup en évolution. Mais si je me fie à, par exemple, ce qu'on fait au niveau de la réputation d'un envoyeur courriel, pour prendre cet exemple-là, la pertinence de la communication est aussi bien utilisée. C'est-à-dire qu'il y a un élément de consommation de l'information. Si les gens n'utilisent pas cette information-là, ne posent pas des questions sur vous, ben, ou ne consomment pas parce que les communications, ils font juste ne pas les lire, en courriel, ça a un impact, ce qui fait que l'ordonnancement, vous allez diminuer tranquillement, pas vite, parce que ce n'est pas considéré comme pertinent. Pour moi, au niveau de l'AI, il va avoir sensiblement, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, je ne suis pas au courant, je ne suis pas dans les souliers de ces outils-là qui, malheureusement, ne nous ouvrent pas nécessairement la porte à tous leurs critères. Mais je pense que la pertinence des communications va toujours avoir un impact parce qu'à un moment donné, de la masse, c'est de la masse, puis ça devient trop lourd, là. Exact. Non, c'est ça, le SEO, c'est vraiment, on est vraiment au niveau du dialogue insight plus spécialisé au niveau du relationnel. Fait que c'est pas. Exact, exact. Euh, oui, il y aura un replay, là, je l'ai mentionné rapidement tantôt. Il va y avoir le webinaire va être rendu disponible avec la présentation sur YouTube classique. Vous allez pouvoir recevoir ça je pense,
les prochaines heures, slash 24 heures, 48 heures maximum. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais tout simplement vous remercier d'avoir été présent avec nous. Si vous avez des questions qui surviennent par la suite, ne pas hésiter. Tout simplement répondre aux différentes communications qui vous ont été envoyées, qui étaient pertinentes. Et si vous voulez réfléchir à comment travailler votre stratégie d'envoi pour la prochaine année, pour 2026, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Exact. Au plaisir d'avoir Merci partagé avec beaucoup. vous. Merci. Au revoir.